Bonjour, bienvenue à l'atelier Comment semer directement au potager au jardin. Mon nom c'est Émilie Jutras, je suis la coordonnatrice du projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil sur la montée Robert à Brownsburg. Puis c'est ça va être moi qui va animer l'atelier aujourd'hui. Donc, présentation, c'est ça, je me suis présentée. Puis mes intérêts principaux, c'est vraiment pour l'agriculture biologique, le maraîchage, les insectes pollinisateurs, puis la préservation de la flore et de la faune. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'expérience. Donc aujourd'hui, on va survoler ensemble plusieurs sujets qui touchent le potager. Si jamais vous avez des trucs que vous faites déjà à la maison puis que ça fonctionne bien, bien, je vous encourage de continuer de les faire, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais vous donner peut-être des petites astuces, puis si jamais vous les utilisez, bien, à ce moment-là, bien, tant mieux. Donc, on va parler de choix de semences, le calendrier de semis, la profondeur et la distance des semis, le type de terreau qu'on peut prendre, l'ensoleillement, les arrosages, les différents types de cultures en pleine terre, en bac surélevé et en pot, l'insertion des fleurs au milieu des plantes potagères, puis comment attirer les insectes. Et après, il y a une petite partie, dans le fond, qui est pratique au champ, qui est à peu près de la chute, on va dire 7 minutes peut-être, c'est pas si loin. Donc, vous êtes toutes bienvenues. Donc, pour commencer, le choix de semences. Donc, quand on veut semer un potager ou un jardin, on doit s'assurer qu'on achète, dans le fond, des bonnes semences. Souvent, ceux qu'on va retrouver en grande surface ou en quincaillerie, ils sont bonnes. Donc, ils sont adaptés sur notre climat. Puis, dans le fond, le semencier, il les a bien entretenu, il les a mis à des bonnes températures, etc. Quand on achète, par exemple, d'un particulier ou un grand site qu'il livre à la maison, par exemple, bien, on ne sait pas nécessairement s'ils ont bien pris soin des semences et tout, donc ça se pourrait que le taux de germination soit un petit peu plus bas. Donc, il y en a des très bons au Québec qui font, dans le fond, des semences biologiques au Québec que vous pouvez acheter également. Par la suite, dans le fond, la durée de la saison. Nous, on a quand même une petite durée de saison, dans le fond, au Québec. Donc, on doit acheter des cultures qui vont bien pousser ici, puis les implanter au bon moment pour s'assurer d'avoir une récolte. On a parlé de la qualité de la semence, puis la taille de la plante. Donc, si jamais vous faites un jardin en bac ou en pot, ou vous avez un jardin en pleine terre, bien, si vous voulez mettre plein de tomates, par exemple, ça va prendre beaucoup plus d'espace que si vous voulez mettre des carottes. Donc, on peut calculer notre espace comme ça. Puis, on peut aussi également insérer des plantes mellifères à travers tout ça pour attirer les insectes, pour augmenter, dans le fond, notre rendement. Et la préférence personnelle, je pense que c'est le plus important. Au printemps, dans les quincailleries ou dans les supermarchés, ils vont sortir les semences. On est tous excités au printemps. Puis là, les emballages sont rendus tellement belles, toutes brillantes, puis on veut tout acheter d'un coup. Mais je vous conseille d'acheter vraiment ce que vous aimez. Tu sais, ça serait plate d'acheter des semences. On les met au jardin, on en prend soin, on les désherbe, on les fertilise. Puis à la fin de la saison, on récolte, puis on est comme « Ouais, finalement, moi, le navet, j'aime pas tant ça. » tu sais. Donc, on y va vraiment avec des semences qu'on aime. Si par exemple, on aime beaucoup le brocoli, bien là, allez-y. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais y répondre. Ça va me faire plaisir. Donc, comment lire une étiquette? Très simple, habituellement, on va toujours retrouver le nom de la compagnie, le nom du cultivar, puis parfois ça va être marqué patrimoine, ça veut dire que c'est une sorte qui tolère bien ici, qui pousse bien. Mais le plus important, c'est vraiment la maturation en jours. Par exemple, ici, c'est 55. Est-ce que tout le monde voit? Oui, OK, parfait. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué, parce que des fois, ça peut nous induire en erreur. Par exemple, ici, on a des cocombes. Vous voulez faire, je ne sais pas moi, au mois d'août, des belles conserves de pickles, de cocombes. Puis là, vous plantez ça, puis là, vous dites, OK, on est le 1er juin, dans 55 jours, ça va être prête, je vais acheter mes affaires et tout. Des fois, c'est pas tout le temps vrai. Par exemple, les cocombes, c'est des plantes qu'on va dire qu'on va partir à l'intérieur, puis dans le fond, tout ce qui est à l'extérieur. Fait que là, betterave, panais, carottes, radis, là, à ce moment-là, ça va être vraiment le 55 jours. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, si on achète, par exemple, un plant de concombre en serre ou des aubergines, puis là, on l'amène à la maison, puis on le plante, bien là, c'est à ce moment-là, dès qu'on l'a planté, qu'on va calculer, dans le fond, le nombre de jours de maturation. Si on plante, mettons, des tomates à l'intérieur à la mi-mars, on ne va pas dire, dans 55 jours, je vais avoir des tomates.
Non, c'est ça. Dans 55 jours, mettons 3 semaines après ou même 6 semaines après, vous allez planter votre plant de tomate à l'extérieur et là, c'est à partir de là que ça compte. Oui, c'est ça. C'est pour ça j'en parle parce que souvent, ils vont dire, moi, j'ai juste eu des tomates au mois de septembre, puis là, j'en ai pas eu durant l'été. Ah, ben là, est-ce que tu as calculé? T'as-tu semé directement au jardin? Oui, mais c'était marqué 55 jours, mais là, c'est ça. Mais vous allez me dire comment que je fais pour savoir qu'est-ce qu'on plante au jardin, qu'est-ce que je pars à l'avance. Donc, c'est le calendrier qui est offert sur le site du Jardin botanique, donc l'espace pour la vie. Il est adapté, dans le fond, à nos régions, à nos cultures. Je le trouve très bien. Vous pouvez le retrouver en ligne. Donc, la première rangée, on a vraiment comme les semis à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on va faire pousser, généralement, c'est tout ce qu'on va retrouver en serre. Donc, les plants de tomates, les aubergines, les poivrons, qui est très long. Ensuite, à côté, vous avez le semis à l'extérieur et vous avez même la plantation à l'extérieur, donc si jamais vous n'êtes pas sûr. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, on prendrait l'aubergine, qui est la deuxième ligne. On semerait à la mi-mars, on le mettrait à l'extérieur dans le fond début juin, puis c'est à ce moment-là qu'on pourrait calculer le nombre de jours. Deuxième affaire. Généralement, il y en a beaucoup qui vont, au printemps, on est tout excités, on va semer, on va dire, à peu près 10 plants de brocoli d'un coup. Là, ils vont être prêts toute la même semaine. Fait que là, ils vont, ouais, là, j'ai beaucoup de brocoli pendant une semaine, mais le reste de l'été, j'en ai pas eu. Truc très simple. Par exemple, on prendrait le brocoli début avril. Donc, à chaque semaine, vous pourriez partir, mettons, 2 brocolis. L'autre semaine d'après, 2 brocolis. Ainsi de suite, puis les planter à une semaine d'intervalle. Comme ça, vous allez avoir du brocoli durant tout l'été, voire même jusqu'au mois d'octobre. Tout ce qui est aubergine, mettons poivron, on va toutes les voir. Ça, il faut les partir à l'avance. Mais sinon, tout ce qui est carottes, radis, encore une fois, on peut les mettre directement, dans le fond, en terre au printemps, puis il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui est semis à l'intérieur, comme je disais, on a les premiers qui sont très connus. Sinon, les oignons, c'est très long. Le poireau, les fines herbes, les melons, melons d'eau, melons miel, choux, laitue, courges. Courges, ça peut aller là, mais on peut également les partir là, en semi-direct. Il n'y a aucun problème. Cette semaine, il annonce beaucoup de pluie. C'est parfait. Ils vont avoir une belle humidité. Bon, matériel pour les transplants, c'est pas très compliqué. On a besoin de contenants, de terreau avec un peu de compost, des semences et de l'eau. Donc, mythe ou réalité? La semence a besoin de lumière pour germer. Est-ce que c'est vrai? C'est bon. Pas les premiers jours, c'est bon. Fait que, mettons, qui dit oui? Ça prend absolument de la lumière. OK. Qui dit non? Ben, dans le fond, c'est comme Madame a disait. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour tout ce qui est potagère, dans le fond, toutes les semences potagères, ça n'a pas nécessairement besoin de lumière. On va dire que ça a besoin de lumière parce que, dans le fond, on va attribuer la lumière au soleil qui amène de la chaleur. C'est vraiment la chaleur qu'on veut quand on veut faire germer des semences. Il y a certaines plantes, plus, mettons, dans les fleurs, que ça va avoir besoin de lumière, comme la sclépière, par exemple, elle a besoin de lumière pour germer. Mais sinon, dans les semences potagères, on veut vraiment de la chaleur, attendez, je pense que je les ai marqués, de la chaleur, de l'humidité et de l'air. Par exemple, vous avez les vieux réfrigérateurs, là, sur le dessus, c'est super chaud. On pourrait mettre nos semis de tomates là pendant quelques jours, le temps qu'ils germent, puis on pourrait les retirer, puis après les mettre à la lumière. Il n'y aurait pas de problème. Vous avez un caille qui émet beaucoup de chaleur, c'est une bonne place ça aussi. Et les contenants sur le marché, depuis quelques années, c'est rendu incroyable qu'est-ce qu'on peut trouver. Ici, on a des multicellules que les producteurs vont utiliser. Ça, c'est quasiment calibre professionnel. On a les pots qui sont biodégradables comme ça, qui sont en genre de, on pourrait dire un carton, on peut semer le plant. La seule affaire avec celui-là, c'est quand on la jette, on ne peut pas réutiliser les pots parce qu'on le plante avec. Il y a le fameux Seed Starter qui est quand même assez populaire, là, je vous dirais. Moi, personnellement, je trouve que je préférais les multicellules parce qu'ici, les racines ne sont pas à la lumière. Mais si vous aimez ça et que ça marche bien dans l'année, rachetez-le, il n'y a pas de problème. Et sinon, il y a toutes sortes de façons de partir des semis. Il y en a qui vont acheter des verres, faire des trous, coquilles d'œufs. Il y en a qui vont réutiliser des pots de yogourt. Si ça fonctionne, continuez, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a un trou au fond, ça va marcher. Et le fameux terreau, la question qui revient toujours. Encore une fois, sur le marché, on peut trouver toutes sortes de terreaux. Les emballages sont rendus vraiment beaux. Il y en a du spécialisé pour orchidées, pour cactus et tout. Il y a même du terreau de germination qui a fait l'apparition depuis quelques années. Le terreau de germination, la différence avec les autres terreaux, c'est qu'il est vraiment plus léger.
Donc, on peut faire partir, dans le fond, nos semences là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais dès que, dans le fond, on voit les feuilles, il faut le changer de terreau parce qu'il n'y a pas assez d'éléments nutritifs dedans. Mais c'est parfait pour, si vous voulez acheter ce produit-là pour partir vos semences, parce que vous trouvez que ça fait un plus beau résultat, achetez-les, mais on ne peut pas faire grandir des plantes dedans. Il n'est pas assez riche. Après, on peut trouver le ProMix biologique. Il y a des gros ballots maintenant qui sont comme ça. Il y a toutes sortes de marques, là, ProMix, il y a Berger, il y en a plein. Moi, personnellement, rapport qualité-prix, je trouve que lui, il est bien parce que dès qu'on l'ouvre, il expansionne. Puis, il y a du terreau d'empotage que vous pourriez prendre si lui est en spécial cette semaine-là, puis vous voulez faire vos semis là-dedans, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser, là. Et je vais vous donner mon petit secret, le compost. Honnêtement, là, si vous achetez un produit qui est comme ça, rajoutez là, les poches de compost qu'on peut retrouver en supermarché. Il y en a crevettes, moutons, il y en a toutes sortes, là. Encore une fois, prenez celui que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de différence. Faites une rotation d'année en année. Ça va apporter d'autres choses de nutritifs dans vos bacs. Mais il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur, là, mettons, si on va en quincaillerie, par exemple. L'agronome est venue au champ cette semaine, puis elle nous a demandé pourquoi notre terreau était beau comme ça. La solution, si j'ai dit on met du compost, puis elle a dit ça fait toute la différence. Ça retient l'humidité, ça apporte des nutriments à la plante. Fait que ça vaut vraiment la peine d'acheter du compost pour rajouter dans vos terreaux. Vous allez avoir vraiment des plus beaux résultats. Les semis à l'extérieur. Donc là, on parle de betteraves, navets, carottes, ravioles, radis, panais, pois, rutabaga, patates, épinards, courges. Ça, c'est toutes des affaires que vous pouvez là, encore aujourd'hui faire. La première étape, là, c'est très simple. Dans le fond, la première méthode, on peut semer à la main. Moi, j'aime beaucoup ça. Là, quand je suis chez moi, je trouve ça très simple. Ça va quand même assez rapidement. Sinon, il y a des petits trucs comme ça qui se vendent que vous pouvez calibrer en tournant le dessus. Puis selon la semence, vous pouvez semer avec ça. Ça se détaille à peu près à 3 $. Peut-être 3,50 avec l'inflation, là. Je dis ça comme ça, là. Mais c'est vraiment pas très cher, là. Vous pouvez acheter ça si... Il y en a qui trouvent que ça fait une plus belle job, c'est bien correct. Moi, je préfère de le faire à la main, mais c'est une question de préférence encore là. Oui, c'est ça, il y en a, oui, c'est ça. Il y en a, c'est tout petit. Sinon, encore une idée du jardinier paresseux. Vous prenez une feuille, vous mettez vos semences, puis là, vous y allez vraiment tout doucement comme ça. Ça peut être une solution qui peut être utilisée aussi. Sinon, là, la question qui est super importante, c'est la profondeur et la distance. Donc, je vais vous donner la règle d'or. Je sais que c'est tout petit des semences de carottes. Il faut mettre 2 fois plus de terreau ou de terre que la grandeur de la semence. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est minuscule du radis ou des carottes encore, mais c'est vraiment ça l'idéal. Que de la grosseur de la semence. Ouais. Là, vous allez me dire, oui, mais là, la distance, des fois, c'est pas marqué sur le sachet. Moi, je connais pas ça par cœur, mais là, je vous ai imprimé un deuxième beau calendrier. Avec tout dessus, les distances entre rangs, les distances sur le plan, qui est encore une fois du jardin botanique. Donc, la deuxième affaire qui est super importante, c'est vraiment la distance entre les plants puis la distance entre les rangs. Quand c'est notre premier potager, là, on veut toujours en mettre plus pour faire ça d'en avoir, mais des fois, on est mieux d'en mettre moins puis de respecter la distance pour optimiser notre rendement. Généralement, ça va être marqué sur les sachets, sinon vous pouvez vous référer à votre petit cahier. Puis, toujours mettre une semence à la fois, sauf pour les fines herbes. Fait que tout ce qui est ravioles, carottes, radis, on y va vraiment une semence à la fois. Mais si c'est des fines herbes, c'est en groupe de 5 ou 10. Parce que vu qu'on vient faire plusieurs récoltes, on ne veut pas épuiser la plante trop rapidement. Fait que, semences de fines herbes, là, on y va en pincée, là, on n'hésite pas. Par la suite, maintenant sur le marché, il y a des semences qui sont colorées comme ça, qui ont sorti. Parce que, par exemple, les semences, souvent, c'est brun, puis on sème dans de la terre qui est brune-noire. Fait que des fois, on n'est pas sûr où qu'on en a mis. Donc là, maintenant, on peut retrouver des semences qui sont colorées comme ça, qui sont juste peintes. C'est correct, c'est pas toxique. Vous pouvez les semer comme ça, vous savez exactement où sont vos carottes ou vos radis. Vous allez voir, dans le fond, le sachet, il y a une petite fenêtre. Puis là, vous allez dire, mais écoute, c'est donc bien coloré, ces semences-là. Mais c'est vraiment juste une petite peinture. Il y en a du vert, du orange, du jaune. Je pense qu'il y a orange et rose. Donc, il y a ça aussi qui est maintenant disponible. Comme ça, on s'assure vraiment où on les a mis. Donc, comment bien réussir son semis à l'extérieur?
Donc, la première affaire, c'est on a acheté nos semences, on s'est assuré que c'était d'un bon fournisseur, on a pris les variétés qu'on aime, et là, on a trouvé un espace à la maison qu'on a fait un bon ménage des mauvaises herbes, parce que sinon, c'est toujours idéal de partir sur un sol qui est nu. On respecte la distance et la profondeur. On aère le sol. Donc, généralement, quand on aère le sol, là, au début de la saison, on va mettre un peu de fertilisant, du compost, on brasse, mais on vient aérer le sol. Donc, c'est simplement cette action-là qui est super importante. On met de l'eau, puis on commence à la mi-avril à peu près les semis à l'extérieur. On étiquette toujours son semis parce que vous ne voulez pas faire comme ma mère. On est super excités, on plante plein d'affaires au printemps, on a des beaux bacs, on met tout, puis là, après 2 semaines, on est comme ça, c'est-tu de la mauvaise herbe qui pousse ou c'est que j'ai semé? Là, on ne sait plus trop. Fait que c'est super important de mettre des étiquettes où on a semé nos affaires. Comme ça, dans 2 semaines, on va le savoir exactement. OK, ça, c'est ma ligne de radis. Ah non, ça, je sais que ça prend un petit peu plus de temps, c'est mon basilic, je ne vais rien y mettre là. Donc, quand on étiquette, on s'assure au moins de ne pas replanter quelque chose dessus, puis on s'assure au moins de bien nettoyer aux bonnes places. Puis, si on fait un jardin en contenant ou en pot, les pots, il faut qu'il y ait au moins un 12 pouces là, de profond, donc une grandeur d'un sous-marin Subway, par exemple, et un bon diamètre quand même. Là. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Non? OK. Donc, en plus, là, si vous dites, oh, là, moi, ça me stresse, là, la distance puis la profondeur de semis, encore une fois, il y a des nouveaux produits sur le marché, c'est des rubans de semences, comme vous voyez sur l'étiquette. Donc, dans le fond, les semences sont déjà mises à la bonne distance. Vous creusez un petit sillon. Vous voyez comment c'est pas profond. C'est vraiment 2 à maximum 3 fois plus que la semence. On insère le ruban, on renchose puis on arrose. C'est bien parce qu'on s'assure au moins que tout est fait. C'est facile, c'est pratique, mais c'est un petit peu plus coûteux. Mais si on se dit, bon, moi, j'y vais avec ça, ou moi, je m'assure d'avoir une bonne récolte, tant mieux, on peut y aller. On peut faire plusieurs rangs. Par exemple, on pourrait mettre des carottes, des radis. Il y a toutes sortes de variétés, du navet puis du rutabaga. On renchose, on arrose et voilà, c'est tout. C'est ça. Pour l'espacement. Donc, on peut acheter des baguettes en quincaillerie ou il y en a au Dollarama, des fois on peut tutorer les tomates avec ça, c'est comme des baguettes en bambou. Là. On peut faire soit en carré, comme ça on s'assure de mettre un plant par affaire, comme ça on s'assure au moins qu'il y a une distance, ou sinon on peut y aller en rang linéaire comme ça. Encore une fois, on s'assure, il y a quand même une bonne distance. Des fois, quand on ne met pas de repères comme ça, on dit ça va rentrer, ça va rentrer. Puis là, finalement, tout est pris ensemble 2 mois après. Mais au moins, là, on s'assure d'avoir un petit espace entre tout. Là. Bon, pour étiqueter, on peut acheter des choses en magasin comme ça, mais si jamais c'est de la craie, évidemment, après la pluie, ça va partir. On peut être créatif, on peut prendre des roches. Il y a quelqu'un qui nous a proposé de prendre des pots de yogourt, puis aller couper, ça nous fait des belles étiquettes en plastique. Il y en a qui prennent des cuillères en bois. On a eu vraiment des belles suggestions dans les 2 autres ateliers. Puis sinon, bien, il y a le fameux étiquette en plastique qu'on peut acheter au magasin. Je sais, c'est en plastique. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous avez sous la main. Puis c'est ça. Moi, je ne recommande pas de prendre les petits bâtons de popsicle là, en bois parce que ça prend l'humidité puis l'écriture, elle s'en va là, vraiment rapidement. Fait que si on veut être sûr de notre affaire, là, étiquette en plastique, des petites roches, cuillères en bois, peu importe, là, laissez votre imagination aller. La fertilisation. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'en parler parce que, encore une fois, au magasin, ça peut être un peu mélangeant, tout ça. Ici, on a de l'actisol qui est homologué en régie biologique. Si vous faites un jardin en bio, c'est du fumier de poule. Donc, il y a toujours 3 chiffres sur les sacs. Peu importe ça va être quoi la marque que vous allez acheter, que ce soit en bio ou pas en bio, il y a toujours 3 chiffres sur les sacs. Ce sont les 3 éléments principaux. Donc, on commence avec l'azote, le phosphore et le potassium. Donc, tout ce qui est azote, donc le premier chiffre. Ici, on aurait acheté un engrais de 5, 2, 1, par exemple. Ça veut dire qu'il y a 5 dans le contenant que c'est de l'azote, 2 que c'est du phosphore, puis 1 que c'est du potassium. Tout ce qui est azote, on voudrait vraiment ça comme au début de la saison parce que ça va stimuler vraiment tout ce qui est les tiges, les feuilles. Donc, le plant va devenir gros. Ensuite, on veut le azote phosphore qui va stimuler les fleurs et les fruits. Et en fin de saison, on veut avoir des beaux fruits qui sont mûrs. Donc, on va y aller avec azote phosphore potassium. Il y en a beaucoup qui vont dire « Moi, mes tomates ne sont jamais venues rouges durant tout l'été. »
bien, peut-être qu'on pourrait stimuler, dans le fond, à la fin de la saison avec quelque chose qui est plus comme du potassium. Comme ça, vos tomates seraient plus rouges rapidement. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ici de ne pas avoir des fruits à maturité à la fin de la saison. Ça pourrait être une option. On peut y aller vraiment très, très simple. Donc, on pourrait dire que le premier chiffre, c'est pour le printemps. Le deuxième chiffre, c'est pour l'été. Et le troisième chiffre, pour l'automne. Donc, comme ça l'indique, surtout apprécié au printemps, quand la plante est dans sa phase de croissance, un engrais riche en potassium serait utile à la plantation et aussi en été lors de la floraison. Et enfin, un engrais riche en potassium serait surtout utile tard dans la saison afin d'aider la plante à se préparer pour l'hiver. Là, tantôt, je vous ai montré, dans le fond, l'engrais de poule. Ici, on a un engrais qui a des fleurs, des poivrons et tout. Mais, par exemple, moi, j'ai déjà, on va dire, 3 contenants d'engrais à la maison, mais c'est marqué pour plantes tropicales. Est-ce que je pourrais les prendre dans mon jardin? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas de problème. Tant dans aussi longtemps que vous voyez les chiffres, puis dans le fond, ça concorde à ce que vous plantez. Mettons, on va dire, on est au printemps, puis il y a beaucoup d'azote. Allez-y, prenez-le, il n'y a pas de problème. Que ce soit un engrais spécialisé pour les orchidées, si vous voulez l'en mettre dans vos légumes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'engrais qui sont toxiques encore là, pour les plantes. Tout ce qu'on a trouve en magasin. Là. Donc, allez-y, si vous n'avez déjà à la maison, prenez ce que vous avez. Si vous voulez avoir des belles annuelles, vous achetez des annuelles ou des jardinières, mettez une fois par semaine du 10-10-10 ou du 20-20-20, puis ils vont fleurir durant tout l'été. Là. Tant aussi longtemps, dans le fond, que vous voyez les chiffres puis que vous suivez les recommandations du fabricant, il n'y a pas de problème. Okay. Ça, c'est le secret. On suit toujours les recommandations du fabricant. Puis, l'ensoleillement, c'est super important. Donc, on a choisi notre plan où on veut mettre nos légumes. Donc, plein soleil, c'est super bon. Ça augmente les rendements puis ça stimule la croissance. C'est ça qu'on veut, on va avoir du rendement finalement à la fin de l'été. Donc, l'arrosage, c'est super important tôt le matin le plus possible. Ou sinon, en fin d'après-midi, tu sais, mettons vers 5-6 heures, quand le soleil commence à se coucher, c'est un bon moment. Mais on arrose vraiment, à part, si vous n'avez pas eu le temps du tout, il n'y a pas de problème, une fois de temps en temps durant l'été. Mais le soir, c'est pas une bonne idée parce que dans le fond, si vous arrosez le feuillage surtout, ça n'a pas le temps de sécher durant la nuit. Fait que là, c'est là qu'on a l'apparition de blanc, tu sais, sur les feuilles, puis le mildiou, l'oïdium. Donc, on arrose tôt le matin. L'après-midi, en fin d'après-midi, puis on évite de faire comme le petit garçon ici, ça pourrait brûler dans le fond les plantes. En plein soleil comme ça, on fait pas ça. Donc, c'est ça. Puis, un arrosage manuel permet d'ajouter l'engrais soluble et de prévenir les carences. Donc, encore ici, de l'engrais. Donc, ici, on a du 20-20-20 qui est très bon. Là, dans le fond, on ne se trompe pas avec lui. Il y a le Mosquée qui est homologué biologique, qui est en vente en quincaillerie, en supermarché. Puis, dans le fond, il y a celui-là. Il y a une autre marque aussi qui vend beaucoup en centre-jardin. Mais là, maintenant, vous êtes rendus des professionnels. Là. Ici, on a du 20-20-20, du 5-1-1. Là, on en a pour notre argent. T'sais. Puis là, des fois, on tombe dans du 0,6, 0. Puis des fois, c'est 0,3. Là, on fait 0,3, 0, 0,3. Mais on fertilise quoi avec ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Fait que, donc, regardez vraiment les chiffres. T'sais. Maintenant que vous êtes au courant, puis il y en a beaucoup en centre-jardin que c'est genre du 0,3, 0,3, 0,3. Si vous l'aimez puis vous aimez vraiment le résultat, continuez à l'acheter, comme je vous dis. Là. Mais maintenant que vous êtes au courant, essayez de regarder pour quelque chose au moins qui va rentabiliser votre achat. Le compost, on le met, c'est pas nécessairement pour fertiliser, c'est plus pour, mettons, donner de la matière organique à la plante, une plus belle structure, puis ça retient l'humidité. Fait que le compost, on y va vraiment pour ça. Tant mieux si, mettons, ils ont ils ont pris le temps de prendre, mettons, l'azote, phosphore, potassium, tant mieux, mais c'est vraiment plus pour la structure, OK, le compost. Puis là, quand on arrive dans les engrais, ben là, c'est sûr que si, mettons, moi, j'avais le choix de choisir quelque chose, mettons, on va dire un 5, 2, 3 à comparer d'un 1, 1, 1, bien, je dirais avec un 5, 2, 3, bien, je sais qu'il y en a beaucoup plus dedans, là. Vous pourriez prendre du 1, 1, 1 puis en mettre aux 3 jours ou aux semaines selon les recommandations, ou prendre du 5, 3, 1 puis distancer vos fertilisations. Ça pourrait être ça la grosse différence, mettons. Ici, le 20-20-20, tu sais, tout ce qui est bleu, là, c'est du prêt à manger pour la plante. Donc, dans le fond, ici, la plante, dans le fond, les micro-organismes vont devoir le transformer pour que la plante, elle l'absorbe.
Le 20-20-20 ou tout ce qui est bleu, c'est du prêt à manger. Donc, si on a une carence, on voit que les feuilles commencent à devenir jaunes un peu ou brunes, on pourrait corriger la carence très rapidement avec quelque chose qui est du 10-10-10 ou du 20-20-20. Généralement, ils se vendent sous formule comme ça, là, mais il y en a plusieurs formules, mais généralement, engrais pour plantes soluble bleu, c'est du prêt à manger pour la plante. Il l'assimile tout de suite. Il l'assimile tout de suite, puis on peut même arroser le feuillage avec. Donc, on pourrait faire une belle application foliaire, puis là, la plante, dans le fond, elle le prendrait. On le fait le matin, comme ça, les stomates sont ouverts, puis ça va encore mieux absorber. Mais ça, c'est pas biologique. Ça, il n'est pas biologique, non. Mais il n'y a pas de danger pour la plante, non. C'est du prêt à manger, là. C'est du de luxe, là. C'est genre... la plante est contente, là. Oui, c'est du 5 étoiles. Ici, il faut que, dans le fond, on le met au sol. On peut arroser le feuillage, mais on le met principalement au sol pour que, dans le fond, il se transforme. Même chose ici. Ou, mettons, l'engrais de poule, il faut que ça soit transformé. Ici, on vient vraiment régler un problème rapidement. Donc, mettons, là, il est prêt pour la plante, elle le prend. Ici, quand on vient, dans le fond, quand on met le 5-1-1, vu que c'est un engrais biologique, je ne sais pas si la quasi est homologuée, mais il n'y a pas juste, dans le fond, des engrais de synthèse. Ici, il va y avoir un petit peu de manganèse, il va y avoir du zinc. Fait que là, c'est sûr qu'on vient rajouter un peu plus. Oui, c'est ça. Les fertilisants, là, j'ai fait une technique, puis on en a passé pendant 3 ans. Bio, on vient apporter beaucoup plus d'éléments au sol, mais le 20-20-20 comme ça, c'est du prêt à manger, tout simplement. La cendre, vous faites un feu de camp là, durant l'été, c'est 100% du bois. On peut l'intégrer également au jardin, ça va apporter beaucoup d'éléments nutritifs. La quantité, je ne pourrais pas vous dire, mais on peut également trouver l'information sur Internet. Mais la cendre de bois à 100% de bois, c'est très bon pour le jardin, là. Donc, durant l'hiver, il y en a même qui vont le garder pour l'été, puis le mettre au jardin. Là. Généralement, c'est très commun. Là. Ça faut jouer juste du bois. Si on intègre du papier, des emballages cadeaux de Noël, par exemple, là, on ne peut pas l'utiliser. Vraiment juste du bois. Si on met, parce qu'il y a des emballages qui contiennent du plastique et tout, fait qu'on ne mélange pas. Donc, il y a différents types de jardins. Il y a des jardins en pot qui prennent généralement moins de place. Il y a les jardins surélevés que là, on ne se casse pas le dos, c'est super agréable. Puis il y a le jardin, dans le fond, en pleine terre, qui ici aussi, lui, a fait des espacements comme ça. Puis, ici, on a beaucoup de la vie du sol et tout, mais généralement, il y a plus de mauvaises herbes dans ces jardins-là. Mais il y a les inconvénients, les avantages à tous les jardins. Depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. Les abeilles sont en voie d'extinction et tout. On peut toujours faire un 2 pour 1, rajouter des fleurs au jardin pour augmenter nos plantes fraises, nos bleuets. Si on a des arbres fruitiers, c'est super bon de rajouter des fleurs autour. Le jardin aussi, on met beaucoup de choses différentes, des tomates, des poivrons, des melons. Ça va les attirer si c'est beaucoup différent. Je vais vous donner des exemples. Donc, si on veut joindre l'utile à l'agréable, on pourrait mettre des capucines. La fleur est comestible, c'est tombant. Si vous le mettez à terre, c'est rampant. C'est super beau, c'est millifère, puis en plus, ça se mange. Donc, ça, c'est bien. Si vous voulez attirer papillons et oiseaux, vous pouvez mettre de l'échinacée. C'est indigène d'ici en plus. Ça attire les insectes, les papillons. Puis à la fin de la saison ou durant l'hiver, les oiseaux vont venir se nourrir dessus. Même chose pour le tournesol. Et sinon, si vous voulez y aller vraiment très simplement, en supermarché, on peut trouver des enveloppes de semences de fleurs mélangées, millifères. Puis vous semez ça au jardin. Là, il commence à être un petit peu flush pour les semer directement. C'est quand même assez long, mais ça pourrait être fait pour l'année prochaine, par exemple. Sinon, vous pourriez acheter simplement juste une jardinière en magasin puis la mettre à côté de votre jardin. Ça pourrait être une option très facile. Ou vous pourriez même mettre carrément là, des fleurs ici en plein jardin. Ça ici, c'est des vieux garçons ou ça s'appelle des vieux garçons parce que ça sent pas très bon. Donc, vu que ça sent pas très bon, ça a l'air que c'est très bon pour, dans le fond, ça fait comme un répulsif pour les insectes nuisibles. J'ai pas encore eu la chance de le tester, mais il y en a beaucoup de monde qui vont mettre dans le fond des vieux garçons comme ça. C'est très commun comme fleur, les villes en mettent beaucoup. Œillet d'Inde, sinon on peut l'appeler, mais ça a une petite odeur, là. Et ça fait fuir les insectes? Oui, ça a l'air que certains nuisibles, les insectes nuisibles, ils n'aiment pas l'odeur. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air que ça marche bien. Et sinon, ici, une photo du jardinier paresseux qui est là vraiment moitié-moitié. Ici, on a des brocolis, des choux-fleurs, puis il a mis beaucoup de fleurs. Il y a des tournesols, peut-être qu'il fait des bouquets avec à la fin de la saison, des fleurs comestibles. Donc, des capucines que j'ai montrées tout à l'heure, ça pourrait être très beau aussi. Je pense qu'il y a des vieux garçons. Donc, ça pourrait joindre l'utile à l'agréable. C'est vraiment beau.
Donc, maintenant, on serait à la pratique. Oui, c'est ça. C'est pas très loin, le jardin. Puis, je voulais juste prendre le temps d'expliquer vite, c'est quoi le jardin communautaire de la MRC d'Argenteuil. Dans le fond, on cultive 1 hectare de fruits et légumes. Et tout ce qu'on cultive, c'est pas vendu. C'est donné dans des organismes communautaires ou aux familles, dans le fond, qui sont dans le besoin. On vient, dans le fond, remplir les paniers avec des légumes frais ou des fruits frais. Donc, aujourd'hui, on aurait au menu de planter des courges et des citrouilles pour les écoles et les garderies. On aurait à faire ça au jardin si vous voulez venir avec nous faire ça.